Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge vraiment dans les chiffres et la stratégie d'un poids lourd du transport maritime, Höegh Autoliners. On va regarder leur rapport du troisième trimestre 2025. Oui, bonjour. Höegh, c'est ceux qui transportent des voitures, du matériel lourd, tout ça, partout sur les océans. C'est ça. Et on va voir comment une boîte comme ça, elle navigue dans le contexte économique actuel, quoi. Hmm. Notre source principale, c'est donc leur rapport officiel, le Q3 2025 de Höegh Autoliners ASA. C'est assez dense, évidemment. Comme toujours avec ce genre de rapport. Voilà, l'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. La performance financière, bien sûr, mais aussi les opérations, la durabilité, et puis comprendre le marché. Bon, on y va. Allons-y. Et c'est vrai que regarder les résultats d'une telle entreprise, ça donne une vision assez fascinante du commerce mondial. C'est un bon indicateur, hein. Ah oui, on voit les tendances de l'industrie auto, l'état des chaînes logistiques et même les efforts concrets pour la décarbonation dans un secteur qui est quand même clé. C'est un peu un microcosme de l'économie en fait. Tout à fait. Alors, commençons par les chiffres financiers clés. L'EBITDA. Donc, au troisième trimestre 2025, il est de 155 millions de dollars. C'est ça. C'est un peu moins bon que les 166 millions du trimestre d'avant, le T2, et aussi moins que les 177 millions du T3 de l'année dernière. Oui, il y a une petite baisse effectivement. Comment on interprète ça? Alors que l'activité, on va le voir, semble plutôt bien tourner. C'est une très bonne question. Cette légère érosion de l'EBITDA, elle vient surtout de deux choses qui se combinent. D'accord. D'un côté, les taux de fret, donc les prix du transport, ont un peu fléchi. Le taux brut moyen a baissé de 3% par rapport au T2, Mhm. à 92,30 $ le mètre cube, et le taux net, lui, a baissé de 1,6% à 80,30 $. Ok. Et l'autre facteur? Et de l'autre côté, certains coûts ont augmenté, notamment les coûts pour affréter des navires supplémentaires et les coûts de voyage en général. D'accord. Mais paradoxalement, j'ai lu qu'ils ont transporté plus de marchandises. C'est pas logique ça, c'est... Ah si, justement, et c'est là que ça devient intéressant. Le volume qu'ils ont transporté a grimpé, lui, de 2,5% sur le trimestre, Ah oui. pour atteindre 4 millions de mètres cubes. Hmm. Et ça, c'est surtout tiré par une demande qui reste très forte au départ de l'Asie. D'accord, je vois. Donc en gros, plus de volume, oui, mais avec des tarifs un peu moins hauts et des coûts qui grimpent un peu, ça met de la pression sur les bidas. Logique finalement. Ok, logique. Et le bénéfice net après impôt, alors 131 millions de dollars. Là, c'est mieux côté 2. Oui, mieux que les 123 millions du T2. Mais par contre, bien moins que les 193 millions du T3 2024. Qu'est-ce qui explique cette différence? Alors là, le bénéfice net de ce trimestre, il a été bien aidé par la vente d'un navire, le Roe Belgium. Ah, Ça a rapporté un gain de 20 millions de dollars. C'est important, parce que si on compare au T3 2024, le bénéfice avait été super boosté par un gain beaucoup plus gros, 52 millions. ah oui, quand même. C'était la vente de deux autres navires, les Kobe et Shiba. Donc sans ces ventes exceptionnelles, la comparaison serait différente, tu vois. Je vois. Donc ces ventes de navires, c'est un facteur important dans leurs résultats ces temps-ci, hein? Oui, clairement. Si tu regardes sur l'ensemble de l'année, jusqu'à fin septembre 2025, ces ventes de navires ont ajouté 60 millions de dollars au bénéfice net. D'accord. C'était 52 millions sur la même période l'année d'avant, 2024. Donc ouais, c'est une composante assez récurrente en ce moment. Ça aide à soutenir les chiffres dans un contexte où le marché commence un peu à se tendre sur les taux. Et si on regarde les revenus totaux, là, ça a l'air de bien tenir, non? 370 millions de dollars ce trimestre? Oui, légère hausse par rapport au T2 et même par rapport à l'an dernier. Et depuis le début de l'année, ils sont à plus d'1 milliard de dollars de revenus, hein. C'est pas mal. C'est exact. Ça montre que la demande de fonds pour le transport de voitures et de matériel lourd, et elle reste quand même forte. Surtout, comme on disait, grâce aux flux qui viennent d'Asie. D'accord. Même si les prix unitaires, les taux sont un peu sous pression, l'augmentation des volumes arrive à compenser en partie, quoi. Ok. Côté bilan maintenant, la trésorerie, elle augmente. 230 millions de dollars à fin septembre. Oui, contre 204 fin juin. Ils ont plus de cash. Le ratio de fonds propres, lui, il est stable, à 54%, mais bon, c'était 64% l'an dernier. Oui, ça a baissé sur un an. Et ça, c'est lié à la dette nette. Justement, la dette nette portant intérêt, elle a baissé un peu par rapport à fin T2, non? 655 millions. C'est ça. Elle était à 694 fin T2. Mais attention, Oui. c'est une augmentation énorme par rapport à fin T3 2024. Elle était seulement de 255 millions à l'époque. Ah oui, effectivement.
ça a presque triplé en un an. C'est dû à quoi? Ben, c'est directement lié aux investissements massifs qu'ils feront. Ah, voilà, les fameux nouveaux navires, la classe Aurora, c'est ça? Exactement. La boîte met le paquet sur le renouvellement de sa flotte avec ses navires Aurora. Ils sont censés être beaucoup plus efficaces et surtout prêts pour les carburants verts. D'accord. Et pour financer ça, il y a eu un gros refinancement de crédit au printemps 2024, 720 millions, plus une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 200 millions pour avoir de la marge de manœuvre. Donc logiquement, ça pèse sur la dette nette maintenant, mais c'est pour préparer l'avenir. C'est ça, c'est stratégique. Et malgré ces gros investissements, ils continuent de payer des dividendes aux actionnaires? Oui, et c'est parfois important de leur discours financier. Le dividende du T2, qui était assez élevé, 137 millions, a été payé en septembre. Mhm. Et là, ils viennent d'annoncer un dividende pour le T3 de 30 millions qui sera payé en novembre. D'accord. Le rapport insiste vraiment là-dessus, sur cet engagement. Ils ont une politique de distribution tous les trimestres basée sur la trésorerie qui reste après les besoins d'investissement. C'est un équilibre entre investir pour demain et récompenser les actionnaires aujourd'hui. C'est clair. Bon, changeons un peu de sujet. Parlons du marché qui fait vivre OAI, l'automobile. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Le rapport a l'air assez positif pour le T3, non? Oui, c'est vrai. Les ventes mondiales de véhicules légers, elles ont plutôt bien résisté au T3. Une hausse de 4% sur un an. Ah oui, Ça fait 22,3 millions de voitures vendues. C'est assez solide. Et la Chine a aussi aidé avec des mesures de soutien du gouvernement. et pour la suite, les prévisions? On parle toujours d'un ralentissement qui arrive. Oui, les prévisions mondiales, elles tablent sur une croissance de 2,4% pour toute l'année 2025. Mais après, pour 2026, ça ralentirait pas mal, à seulement plus 0,5%. Ah oui, c'est faible. Bah oui. Les défis sont toujours là. Les tarifs douaniers, le prix des voitures qui restent élevés, les taux d'intérêt, tout ça, ça risque de peser sur la demande. D'accord. Et si on zoome sur les marchés qui comptent le plus pour AEG, l'Europe, l'Amérique du Nord? Alors, sur ces marchés de destination importants pour eux, les ventes ont quand même progressé de 2,4% au T3. Les États-Unis, on l'a dit, ont été très dynamiques, plus 4,4%. Hmm, Par contre, l'Europe, c'est plus mitigé. Les consommateurs sont plus prudents. Pourquoi? Il y a les nouvelles normes CO2 qui arrivent en 2025, Hmm, les tensions commerciales entre l'UE et la Chine, et puis les prix des voitures électriques qui sont encore hauts. Ça freine un peu les achats. Mais le vrai moteur, ça a l'air d'être l'Asie et surtout la Chine, non? Les chiffres d'exportation que j'ai vus sont... Waouh! C'est le moins qu'on puisse dire. Les exportations de voitures depuis l'Asie ont bondi de 5,6% sur les 9 premiers mois de 2025. Énorme! Et la Chine, elle écrase tout. Plus 13% sur cette période. Ils ont exporté 4,3 millions de véhicules. C'est beaucoup plus que le Japon, qui est à 2,7 millions. C'est fou. Et j'ai vu un chiffre incroyable sur les voitures hybrides chinoises exportées vers l'Europe. Plus 239%. C'est quoi cette histoire? Ah ça, c'est un phénomène vraiment marquant. Carrément. On dirait que, face aux tarifs européens qui visent surtout les voitures 100% électriques chinoises, Mhm. dont les exportations vers l'Europe n'ont augmenté que de 16% sur l'année, Ce qui est déjà pas mal, mais bon. oui, mais comparé aux hybrides, c'est peu. Les constructeurs chinois ont massivement misé sur les hybrides. Et pourquoi ça marche si bien? Peut-être que ces hybrides échappent plus facilement aux taxes, ou alors ça correspond pile à une demande en Europe pour cette technologie de transition, tu vois. Malin. En tout cas, ça montre l'agilité et la puissance de l'industrie auto-chinoise. C'est spectaculaire. Pendant ce temps, le Japon stagne à plus 0,4% d'export et la Corée du Sud recule même de 2%. Ça change vraiment la donne sur la carte du commerce auto mondial. Passons à l'autre gros truc qu'ils transportent. Le matériel high and heavy, H&H, comme ils disent, les engins de chantier, tout ça. Comment va ce marché? Alors là, le marché mondial des équipements de construction, il a l'air d'être plutôt dans un creux en 2025. On s'attend à une baisse de valeur de 4%. Ah, Mais on prévoit une reprise à partir de 2026, surtout grâce aux pays émergents et à l'électrification des engins qui commencent. et pour les marchés plus classiques comme l'Amérique du Nord ou l'Europe, ça baisse aussi? En Amérique du Nord, oui, ils s'attendent à une chute de 11% des ventes H&H cette année. Ouf! C'est un peu une normalisation après des bonnes années, mais il y a aussi la saturation des flottes de location, et puis l'effet des tarifs sur l'acier qui commence à se faire sentir sur les prix. Et l'Europe? L'Europe, ça va un peu mieux. On attend une légère hausse de 1%, mais bon, la confiance n'est pas terrible non plus. D'accord. Et côté exportation de ce matériel HH depuis l'Asie, est-ce que la Chine domine aussi, comme pour les voitures? Encore une fois, oui, et de manière assez spectaculaire aussi. Les exportations par bateau d'équipements de construction depuis l'Asie ont grimpé de 14% jusqu'en août 2025.
Pas mal. Et c'est la Chine qui tire quasiment tout ça. Leurs propres exportations ont fait un bond de 29%. Ils sont passés de 199 000 à 256 000 unités. C'est énorme. Et pendant ce temps, le Japon et la Corée, ils font quoi sur ce segment? Ils reculent aussi? Exactement. Le Japon chute de 11% et la Corée du Sud de 1%. Incroyable. Ça pose vraiment des questions sur la compétitivité de chacun, hein. La Chine a non seulement une capacité de production gigantesque, mais aussi une super capacité à adopter ses produits pour l'export, que ce soit dans l'auto ou le HNA. C'est clair. Bon, parlons un peu de la flotte de Heuguet maintenant. Le rapport dit que tous les navires sont utilisés, mais qu'il y a des déséquilibres croissants. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Les déséquilibres, en gros, ça veut dire que les bateaux sont peut-être pleins à craquer dans un sens, par exemple Asie vers Europe ou USA, Oui, mais beaucoup moins remplis au retour. Ou alors, il y a des bouchons dans certains ports qui ralentissent tout le monde. Tout ça, ça réduit l'efficacité globale de la flotte, tu vois? d'accord. Et c'est pour ça qu'ils ajoutent de la capacité à court terme. Précisément, pour compenser cette baisse d'efficacité et pouvoir quand même assurer leur contrat, ils ont dû louer des navires supplémentaires sur le marché court terme. Apparemment, les prix de location sont redevenus plus raisonnables, donc ils en profitent. C'est de la gestion tactique, quoi. Voilà, pour maintenir le service client malgré les imprévus. Et la flotte elle-même, elle est de combien de navires maintenant après la vente du OH Beijing? Fin septembre, ils opéraient 43 navires. Et sur ces 43, 35 leur appartiennent vraiment. D'accord. Le rapport parle aussi d'un carnet de commandes mondial énorme pour les nouveaux navires transporteurs de voitures, 158 unités. Ça représente plus de 25% de la flotte actuelle. Ça fait beaucoup, non? Ça risque pas de créer une surcapacité et de faire plonger les prix du transport? Ah, ça c'est la grande question pour tout le secteur. C'est le gros point d'interrogation. J'imagine. D'un côté, oui, il faut ces nouveaux navires pour remplacer les vieux et surtout pour respecter les normes environnementales avec des bateaux plus verts comme les OEG Aurora. C'est indispensable. Mais de l'autre, Mais de l'autre, si tous ces navires arrivent sur le marché d'ici 2030 et que, en même temps, la croissance du commerce mondial ralentit, ben oui, ça pourrait mettre une pression énorme à la baisse sur les taux de fret. c'est peut-être déjà ce qui explique la petite baisse des taux qu'on voit maintenant, hein? Une anticipation. C'est tout à fait possible. C'est clairement un facteur de risque majeur pour les années à venir. Ok. Faisons une transition vers la durabilité. Commençons par la planète. Ils disent qu'ils ont amélioré leur intensité carbone. Comment ils font ça? Oui, ils ont réussi à améliorer leur intensité carbone de 3% ce trimestre. C'est mesuré en CG-DIST, c'est un indicateur standard dans le milieu. Et comment? Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'arrivée progressive des nouveaux navires classe Aurora qui sont bien mieux conçus. Ensuite, ils utilisent de plus en plus de GNL, le gaz naturel liquéfié. Mhm. Et ce trimestre, ils ont aussi utilisé pas mal de biocarburants, 3000 tonnes de baissons. Ah oui? Et enfin, ils optimisent aussi les opérations à bord sur tous les navires, des technologies comme les variateurs de fréquence, l'ajustement de l'assiette du bateau pour qu'il glisse mieux sur l'eau, des réglages moteurs. D'accord. Une approche multiple, quoi. Et leur objectif, c'est toujours moins 30% d'ici 2030 par rapport à 2019? Oui, c'est ça reste ambitieux. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette combinaison. Investir dans des navires neufs super technologiques, utiliser des carburants alternatifs dès que possible, et optimiser au maximum les opérations sur la flotte qu'ils ont déjà. C'est un peu la seule solution, j'imagine. Ben oui, face aux règlements de l'Organisation maritime internationale, qui se durcissent, et puis aux attentes des clients, des investisseurs sur l'ESG. Ils n'ont pas le choix. Parlons maintenant de l'aspect personne. La sécurité en mer, c'est crucial. Qu'est-ce que le rapport nous dit là-dessus? Oui, c'est clairement affiché comme une priorité absolue. Il parle des actions continues pour identifier les risques, former les équipages en salle et en ligne, organiser des conférences entre marins. Mais il y a eu un incident grave, hein? Oui, malheureusement, c'est mentionné très sobrement. En juillet, un membre d'équipage du navire Hug Trove a disparu en mer, dans l'océan Indien. Oh non. Les recherches n'ont rien donné. Ils ont fait faire une enquête externe, mais elle n'a pas pu déterminer les causes exactes. C'est un rappel tragique des dangers de ce métier. C'est terrible, hein? Et les indicateurs de sécurité plus généraux, ils sont comment? Alors, la fréquence des presque accidents, les near miss comme on dit, elle est en baisse. Ça, c'est plutôt un bon signe. Ça montre que les gens sont vigilants. D'accord. Par contre, la fréquence des accidents avec arrêt de travail, le LTIF, elle a légèrement augmenté, au T3. Apparemment, c'était des blessures mineures aux mains, bras, jambes. Mais il précise que la tendance sur l'année reste meilleure qu'en 2024. Ok. Et la fréquence des arrêts maladie, elle, est stable.
Il y avait eu un pic avant à cause d'une épidémie de varicelle sur plusieurs trimestres, mais c'est réglé maintenant grâce à la vaccination. Bon, c'est bien qu'ils soient transparents sur ces chiffres, même quand ça augmente un peu. Oui, c'est important. Ça montre qu'ils suivent ça de près et qu'ils communiquent, même sur l'incident tragique. Ça fait partie de la culture sécurité. Même s'il y a des hauts et des bas sur un trimestre, l'effort de prévention doit être constant pour protéger les marins. Absolument. Bon, on arrive vers la fin. Terminons avec les perspectives. Comment OEG voit la fin de l'année 2025 ? Alors, ils s'attendent à un EBITDA pour le T4 qui sera légèrement inférieur à celui du T3 qu'on vient de voir. Ok, une petite baisse attendue ? Oui. Mais le gros point noir, le nouveau défi majeur qui vient de tomber, c'est l'annonce de nouvelles taxes portuaires aux États-Unis. Ah ouais, j'ai vu passer ça. Ça a l'air d'être un coup dur et surtout très soudain, non ? Tout à fait. Annoncé le 10 octobre et hop, effective le 14. C'est ultra rapide. Et l'impact ? Ils estiment l'impact annuel entre 60 et 70 millions de dollars. C'est énorme. Ah oui, quand même ! Et rien que pour le T4 2025, ça pourrait déjà leur coûter environ 20 millions. C'est un choc de coût très significatif et imprévu. Et ils peuvent faire quoi face à ça ? Mais ils disent qu'ils travaillent à atténuer cet impact. Mais comment ? C'est la question. À court terme, les options sont limitées. J'imagine. Essayer de répercuter une partie sur les clients avec des surcharges, renégocier des contrats, optimiser encore plus ailleurs pour compenser, ou juste accepter de voir leur marge baisser. C'est un vrai casse-tête. Et ça s'ajoute aux autres incertitudes, comme les tarifs douaniers généraux qui pourraient freiner les volumes transportés à terme. Exactement. Le risque sur les volumes reste présent. Et puis, il y a aussi cette affaire d'amende au Brésil dont parle le rapport. Ah oui, c'est quoi ça ? C'est une amende d'environ 4,9 millions de dollars. C'est lié à une vieille affaire, des faits qui remonteraient à la période 2000-2012 sur des pratiques anticoncurrentielles présumées. D'accord. L'amende a été confirmée en référé fin octobre. Eux a dit qu'ils envisagent de faire appel et qu'ils n'avaient rien provisionné pour ça au 30 septembre. Bon, le montant reste gérable pour un groupe comme ça, mais c'est un dossier de plus à suivre. Ok. Bon, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ce troisième trimestre 2025 pour Höegh Autoliners ? On retient une performance qui reste solide, malgré la pression qui commence à se faire sentir sur les taux de fret. Oui. Une performance qui est quand même largement soutenue par les volumes qui viennent d'Asie, qui sont très dynamiques, et puis aussi par les ventes de navires qui aident bien les chiffres. D'accord. Et sur le reste ? On voit des progrès clairs sur la décarbonation, avec cette approche multiple dont on a parlé. Ça, c'est positif, mais l'horizon s'assombrit un peu. À cause de ces nouvelles taxes ? Oui, ce nouveau choc des taxes portuaires aux États-Unis, c'est un vrai caillou dans la chaussure. Et puis il y a les incertitudes persistantes sur le commerce mondial, et aussi cette menace de l'arrivée massive de nouveaux bateaux sur le marché. Et malgré tout ça, ils maintiennent leur politique de dividendes ? Oui, ça semble être un axe très clair pour eux, continuer à rémunérer les actionnaires. Donc, pour conclure, on a une image assez nuancée, finalement. Une entreprise qui navigue plutôt bien dans l'ensemble, mais qui voit quand même de nouvelles vagues, potentiellement assez fortes, se former à l'horizon. C'est exactement ça. Et tu sais, ça a même une réflexion un peu plus large, je trouve. Ah oui, laquelle ? Comment une entreprise comme Höegh, une grosse boîte comme ça, gère en permanence cet arbitrage hyper complexe entre, d'un côté, la nécessité d'avoir des bons résultats à court terme pour plaire au marché, de l'autre, les investissements colossaux mais indispensables pour assurer un avenir décarboné à long terme, Oui. et en même temps, devoir s'adapter à un monde géopolitique et commercial qui est de plus en plus incertain, fragmenté, imprévisible. C'est un sacré numéro d'équilibriste. Exactement. Et c'est peut-être là, finalement, que se situe le plus grand défi stratégique pour eux, et d'ailleurs pour tout le secteur maritime dans les années qui viennent, bien au-delà des chiffres d'un trimestre.